Est-ce que c'est une bonne idée d'investir sur Ipsos au cours actuel? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On va commencer avec le cours du spécialiste de, on va dire, des enquêtes, des sondages, du marketing. Voilà, ils font pas mal d'activités. Leurs clients, ce sont les donneurs d'ordre qui ont besoin justement, par exemple, de faire des enquêtes marketing sur des nouveaux produits, des politiques aussi qui ont besoin d'enquêtes d'opinion, des journaux, etc. Assez diversifié comme métier. C'est un métier qui est très orienté savoir-faire, intelligence humaine, donc c'est pas intensif en capital du tout. Ça, c'est le genre de business que j'aime bien. On voit que le cours de l'action, bon, mais il est quand même proche d'un plus bas récent. On n'a pas encore bien rebondi sur Ipsos. Le plus haut est à 62 euros. On est quand même encore allez, 15% plus bas. Donc, même plus, plus 25% plus bas. Donc, on a de la marge pour Ipsos, là, pour rebondir. En tout cas, du point de vue du cours, même si ça ne veut pas dire grand-chose. Un cours de bourse, évidemment. Alors, la croissance du chiffre d'affaires, c'est un métier qui est très mature. Là, on voit tout de suite 2,4% de croissance du chiffre d'affaires en médiane. C'est pas grand-chose. On est sur cette médiane à peu près à 2,1%. On voit que ça, après la pandémie, ça a quand même ça a fortement rebondi, puis ça a décéléré quand même. On a fait de la décroissance sur 12 mois glissants en décembre 2023, on s'est repris un petit peu, et là, on recommence à décélérer un petit peu. Donc attention, voilà, il n'y a pas de croissance sur cette activité. La croissance, elle va venir des acquisitions. Donc, ils font des petites acquisitions. À mon avis, c'est pas des spécialistes de la grosse fusion-acquisition. Ils préfèrent acheter des petits cabinets de marketing, d'enquête, de sondage, etc. pour les agréger. Je pense que c'est la meilleure façon de faire. L'idée, c'est que c'est un business de service. Donc, il faut mêler le territorial. Maintenant, le terrain de jeu, il est mondial. Donc, il faut aller acheter des petits cabinets à droite, à gauche, des petits cabinets de conseil, des petits cabinets de marketing dans le monde pour avoir une implantation locale et servir des clients qui sont locaux. Donc c'est ce que fait Ipsos. C'est pas une mauvaise stratégie, moi j'aime bien. C'est la stratégie du nénuphar qui marche très bien tant que vous maîtrisez bien vos fusions-acquisitions, que vous ne payez pas trop cher et que les acquisitions délivrent les résultats escomptés. Bon, on regarde maintenant l'évolution des taux de marge. On est sur les taux de marge en augmentation sur 10 ans, c'est ce qu'on veut voir pour une entreprise qui gagne des parts de marché. Donc là, le taux de marge brut, il passe de 64 à 69%. Donc je suis curieux de voir ce qui rentre en coût des biens vendus, là, en cost of goods sold. Mais je pense pas que ce soit le. En tout cas, ils ont un taux de marge brut qui est en avantage concurrentiel, au-delà de 60%, donc ça c'est très bien. Et ça continue à augmenter. Donc soit ils peuvent monter leur prix, soit ils peuvent baisser leurs coûts. Ou les deux. Mais en tout cas, c'est un signe qu'ils gagnent des parts de marché. Donc c'est très intéressant. Le taux de marge d'EBITDA, lui, il monte un peu moins quand même. Il a bien monté de 2020 à 2021. Depuis, ça se stabilise. Ça reste au-dessus du taux d'il y a 10 ans. On était à 10,6%. Là, on a 13,8%. C'est bien. Donc, bonne amélioration de l'efficience opérationnelle. Le taux de marge net, lui, est à 8,4%, ce qui est pas si mal. À mon avis, c'est une activité qui dégage du free cash flow, vu que c'est très mature. On est sur un taux de marge de free cash flow à 11% actuellement. Donc, ce qui est quand même pas mal. On est sur une activité qui est bien gérée, qui a des bonnes marges en augmentation tranquillement. Donc, rien à signaler sur le management, c'est très, très qualitatif. On va regarder la conversion des bénéfices nets hors cash flow. Donc, on a des free cash flow en excès par rapport aux bénéfices nets. On s'y attendait, puisque c'est une activité qui est mature, il n'y a pas de forte croissance. On n'a pas besoin de réinjecter du cash dans les activités, dans les opérations pour faire de la croissance. On dégage du free cash flow, en fait, tranquillement. Après, on peut évidemment aussi faire des acquisitions avec le cash flow opérationnel qu'on dégage. Bon. Donc, est-ce que la société est BFR négatif? Non. Ça, c'est dommage. Sur leur activité, en général, vous touchez des acomptes sur les missions que vos consultants vont effectuer, vos salariés vont effectuer. Ici, c'est pas le cas pour Ipsos. Ça veut dire qu'ils sont peut-être moins, ils sont moins bien placés dans le rapport de force avec leurs clients par rapport à leurs fournisseurs. S'ils ont des fournisseurs d'ailleurs, je suis pas sûr. Mais en tout cas, les délais de paiement clients, ils sont pas en dessous des délais de clients, délais de paiement des fournisseurs. Donc ça, c'est un peu dommage. Est-ce qu'il y a une chance que ça s'améliore par la suite? Ouais, quand même, je pense. La variation du BFR est négative depuis 2019. On accumule les variations négatives. Donc là, je pense que ça devrait s'améliorer par la suite. On devrait passer BFR négatif sur Ipsos. Et là, c'est pas mal. BFR négatif, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'injecter de cash dans les opérations. C'est vos clients qui payent vos opérations. Donc ça serait bien. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Bon. Dépréciation et amortissement vs dépenses en capital. On est sur 300 millions supplémentaires de dépenses en capital. Bon, très bien. Ils veulent, en fait,
ça investit un petit peu. Il y a un fonds de croissance organique, donc je pense que c'est pour ça qu'il y a la dépense en capital. Peut-être qu'ils voient une reprise de la croissance également. Bon, ça explique une partie de cet écart ici, mais pas tellement que ça, hein. Et si on regarde Other non-cash items, il y a 1,4 milliard. Donc ça explique une plus grande partie. Alors je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. J'espère qu'il n'y a pas de dépréciation des écarts d'acquisition, parce qu'en fait, on a 2 choses. Vous pouvez amortir les écarts d'acquisition. Donc ça, vous faites une acquisition et puis vous amortissez, les écarts d'acquisition au bilan, à l'actif sur, X années, peut-être 40 ans, je pense. Enfin, faudrait regarder. Et la dépréciation des écarts d'acquisition, c'est quand vous faites une acquisition qui ne délivre pas les résultats escomptés. Et dans ce cas-là, vous devez passer une charge non cash qui va venir déprécier l'écart d'acquisition parce que l'acquisition a été payée trop cher. Bon, donc ici, il y a une bonne partie d'explication. Pour le reste, ça se passe dans les tableaux de flux de trésorerie. Alors, et pour valoriser l'entreprise, il vaudra mieux utiliser les free cash flow plutôt que les bénéfices nets. On regarde maintenant les l'EBITDA. Alors, dette nette par rapport à l'EBITDA. Bon, il y a quasiment plus de dette, hein. On était passé d'une forte dette, 790 millions en 2019, et depuis, ça n'a cessé de chuter, là. Ça chute libre pour la dette. Bon, c'est bien, hein. Donc, comme ils sont bien rentables, alors on n'a pas regardé la rentabilité, autant pour moi. Hop. En moins capital investi, 11,4%. Excellent. Contre une médiane de 9,3%. Et donc, voilà, hein. Vous n'avez pas de croissance. Enfin, vous avez peu de croissance organique. Vous avez 2%, allez, on va dire. Et vous avez une rentabilité qui est forte. Bon, c'est un business qui n'est pas intensif en capital. Donc, c'est normal que la rentabilité soit relativement forte. Donc, ça vous donne du cash. Ensuite, à vous de voir comment vous l'allouez, hein. Est-ce que vous faites du remboursement de dette? Est-ce que vous faites des acquisitions? Est-ce que vous rémunérez les actionnaires? Ça, c'est la politique d'allocation de capital du groupe. Mais en tout cas, vous avez des moyens qui sont dégagés grâce à cette rentabilité assez forte. Donc, si on revient à l'endettement, ça explique pourquoi la dette, elle baisse significativement. Même si de temps en temps, il faut une acquisition. Là, ils ont dû faire une acquisition, je pense. Et donc, on se trouve à moins de 0,5 fois les l'EBITDA en dette nette et moins d'une fois les free cash flow en dette nette. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. La rémunération des actionnaires, hop, on se met le dividende. Donc, 71 millions sur 268 millions. C'est hyper soutenable comme dividende. Ils pourraient même le monter, hein. Et ils rachètent des actions. Donc, est-ce qu'ils annulent ces actions? Il faut voir, est-ce qu'on a le treasury stock qui monte? Donc, ils rachètent des actions, le treasury stock n'augmente pas forcément, ni ne diminue. Donc, il n'y a pas de variation. En fait, ce qu'il faudrait voir, c'est une augmentation du treasury stock et paf, une diminution. Ça veut dire qu'ils ont, je pense, sauf s'ils nous trompent, hein, mais ça veut dire qu'ils ont annulé des actions. Et donc c'est bien relutif pour les actionnaires. Maintenant, là, ils rachètent des actions. Ils rachètent plus trop d'actions. Donc, il faut aller regarder quelle est leur politique. Est-ce que c'est dans leur politique de racheter des actions pour les annuler ou pas? En tout cas, au niveau actuel, on est sur un bon petit dividende, hein. Vous êtes sur 71 millions sur 1,8 milliard. Bon, rendement d'actionnaire à 6%. Donc, c'est pas mal pour patienter. Le dividende, il a de la place pour augmenter tranquillement, vu que ça prend une toute petite partie des free cash flow. Bien. Comme il y a un petit peu de dette, on se met la valeur d'entreprise sur EBITDA. Ça se paye 8,1 fois depuis 2013. Si on zoome sur 10 ans, ça se paye 7,7 fois. Sur 50, ça se paye 7 fois. Bon, 7 fois, c'est pas très cher. Prenons la médiane 10 ans, je pense, parce que là, il y a quand même un biais sur la chute brutale depuis 2024. Je pense que là, c'est une forte décélération du marché aussi, hein. Il faut le prendre en compte. Pour moi, Ipsos, c'est un peu comme toutes les boîtes on va dire, services professionnels, de services commerciaux auprès d'autres entreprises, hein. Donc, tout ce qui est ESN, tout ce qui est BPO, expérience client, tout ce qui est externalisé et qui passe des contrats avec des entreprises, Ipsos, ça en fait partie. Et donc, les donneurs d'ordre ont été un peu frileux sur 2024. Ipsos, en plus, est pas mal exposé à la France. Donc, là, la chute, ça s'est produit en juin 2024, ça a commencé. Donc là, c'était la dissolution. Bon, on n'est pas loin des plus bas, hein, sur les multiples, là, hein. Et il y a il y a un bon potentiel, hein. Vous avez 30% de potentiel sur le multiple, rien que via un retour à la médiane du multiple des valeurs d'entreprise sur EBITDA. Et ensuite, en plus, vous avez vu que vous avez une bonne rentabilité. Donc, cette bonne rentabilité va vous donner une croissance des fonds propres. Et donc, inévitablement, vous allez faire, sur la longue route, on fait la croissance des bénéfices, hein, donc, qui est la part des bénéfices. En fait, la croissance des bénéfices, modulo le payout ratio, hein, fois le modulo payout ratio, comme ça, en fait, c'est les fonds propres, les bénéfices qui sont mis en réserve, en fait. Et normalement, sur le long terme, en fait, on prend la croissance des bénéfices.
qui sont passés en réserve. Donc, on est sur une boîte qui ne se paye pas très cher, qui est très bien gérée, qui a un bon rendement de l'actionnaire. Moi, je vois pas de problème à aller sur Ipsos, ou en tout cas à s'y intéresser au niveau actuel. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est Cam, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.